Merci. C'est parti. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Donc, éducation, pouvoir et limites des neurosciences. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous donner toutes les leçons, on ne va pas résoudre tous les problèmes là en 1 heure. Par contre, on va essayer de vous donner l'éclairage le plus exhaustif sur l'état de l'art dans un établissement de l'Essonne, et puis sur l'expérience que pourra nous partager Nawal. Donc, tout de suite, Nawal Aboud, qui est docteur en neurosciences cognitives, voilà, et qui est slasheuse aussi, puisqu'elle enseigne à l'ENS et elle est directrice scientifique d'une start-up qu'elle a cofondée qui s'appelle Rising Up. Voilà. Donc nous avons Aline Brun, qui est professeure de mathématiques au collège La Nacelle à Corbeil-Essonnes, donc un collège, un réseau d'éducation prioritaire. Et ensuite, Catherine Lezo, donc la principale de ce collège, qui vont vous faire partager leur expérience. Donc, on va commencer par l'expérience du collège. Donc, Aline, si vous voulez bien. Alors, le collège La Nacelle est inscrit depuis de nombreuses années déjà. Alors, selon la principale 3, mais selon la professeure de mathématiques 4, donc voilà, on est dans la bataille des chiffres, voilà, dans un dispositif qui s'appelle Coniclass. Voilà, donc c'est un dispositif qui a été imaginé par un ancien chef d'établissement qui s'appelle Jean-Luc Berthier, et dont Madame Brun, dont Aline va vous donner tous les détails, j'imagine. Alors, au préalable, je vais reposer le cadre, si vous voulez bien. Donc, personnellement, je suis arrivée donc, au collège La Nacelle en 2015 et j'avais initialement, chronologiquement, déjà vu et écouté Jean-Luc Berthier qui présentait sous forme de PowerPoint et de conférences en quoi les neurosciences pouvaient aider les enseignants dans les apprentissages scolaires. Cette conférence était, je dirais, c'était une vulgarisation, mais au bon sens du terme, de l'apport des sciences cognitives. Et je me suis dit que c'était pour les enseignants audible, visible, et ça pouvait avoir un impact direct sur leur pratique pédagogique. Donc, au collège La Nacelle, tous les enseignants ont pu, dans un premier temps, bénéficier de cette conférence, puisque Jean-Luc Berthier est venu lui-même au collège in situ pour sa conférence. Parallèlement, j'avais programmé 2 stages d'établissement dont le thème était neurosciences et pédagogie, pédagogie et neurosciences. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Et là, c'est une vingtaine de professeurs qui ont pu bénéficier de cette formation. Et puis, effectivement, motivés par ce qu'ils avaient entendu, motivés aussi par l'idée de pouvoir changer des pratiques qui permettraient aux élèves de réussir, les enseignants ont dans un premier temps d'essayer de constituer une équipe qui travaille sur et qui expérimente ces outils proposés. Et c'est par la suite que, donc l'année dernière, que sous l'égide de Jean-Luc Berthier, le département de l'Essonne a lancé l'expérimentation Coniclass. Mais nous avions au départ, et je laisserai Aline Brun le rappeler, au départ, nous avions appelé, nous, ces classes-là, Memorix. Classe Memorix, et puis ça s'est transformé en Coniclass pour répondre à la commande, je dirais, départementale. Voilà, et donc ça fait 3-4 ans que toute une équipe de professeurs travaille sur cette expérimentation. Donc on a déjà quelques résultats qui me semblent intéressants de vous être présentés. Merci Catherine.
Donc, bonjour à tous. Alors, en fait, en tant qu'enseignant, on est parti de la fameuse phrase qui consiste à... Nos élèves nous disent « je ne l'ai pas vu l'année dernière ». Quand on aborde une notion, ils ne l'ont pas vu l'année dernière. Sauf que quand vous avez les élèves en cours l'année d'avant et que vous les retrouvez et qu'ils vous disent « je ne l'ai pas vu l'année dernière », vous savez qu'ils mentent. Évidemment, c'est toujours de la faute du prof quand il ne se rappelle pas de quelque chose. Et du coup, c'est toujours très frustrant en tant qu'enseignant de s'investir, de se donner du mal, de les porter à bout de bras toute l'année, pour l'année d'après entendre « je ne l'ai pas vu l'année dernière ». Gloops. Donc, quand on a fait la rencontre avec Jean-Luc Berthier, qui nous a un petit peu donné des pistes pour fixer les essentiels sur le long terme, on a dit « oh chouette, c'est ça qu'il faut faire ». Donc, c'est ça le point de départ qui a motivé notre intérêt pour les neurosciences. Ensuite, du coup, je vais avoir besoin du petit document. Alors, c'est un document très, très succinct parce que je savais qu'on avait très peu de temps. Donc, on est parti sur le commencement, c'est être attentif pour commencer le travail de compréhension. Et c'est pas parce qu'on a compris en cours avec l'enseignant qui vous a bien chapeauté, bien accompagné, bien expliqué. Vous savez, l'élève qui dit « c'est bon, j'ai compris ». À partir du moment où on a compris, on peut commencer le travail de mémorisation. Et ensuite, après, il y a le problème de l'évaluation, mais ça, c'est un problème un petit peu plus vaste et complexe. Voilà, donc on est parti là-dessus. Donc, on a essayé de s'intéresser à ce premier problème de l'attention, c'est-à-dire sensibiliser les élèves à qu'est-ce qu'être attentif. Donc, évidemment, ils vont tous vous dire être attentif, c'est regarder le tableau, c'est écouter. Oui, mais... qu'est-ce que c'est être attentif? C'est vraiment avoir un geste mental. Donc, alors on ne le fait pas à chaque heure de cours, mais quand on a des élèves un petit peu tout brouillons qui arrivent dans nos classes, on fait des exercices de mise au calme qui fonctionnent très très bien avec les grands comme les petits, que ce soit les 6e ou les 3e. Donc voilà, poser les mains à plat sur la table, fermer les yeux, respirer par le nez, inspirer par la bouche, enfin... je ne vais pas rentrer dans les détails, un petit peu ce qu'on pourrait retrouver en sophrologie. Donc sur les heures de l'après-midi, par exemple, ça peut être très très bien. Et ça permet de recentrer tout de suite et de faire la coupure avec les couloirs ou la cour. Ensuite, on a un début d'année pour les sensibiliser à ça. On essaye de faire des petits exercices de mémorisation sur des temps très très courts, mais avec des distracteurs. Donc, que ce soit des distracteurs, écouter les bruits qu'il y a dans le collège, que ce soit un élève qui parle, ou on va carrément, pendant qu'ils essayent d'apprendre, nous, en tant qu'enseignants, faire du bruit, faire déplacer une chaise, faire les ongles sur le tableau, enfin, pour les sensibiliser à ces distracteurs. Sachant que les distracteurs, évidemment, ne disparaîtront pas. Il y aura toujours des élèves qui bavardent. Donc, on leur apprend que c'est à eux d'essayer de se mettre dans leur bulle. Et voilà, que l'attention, c'est quelque chose qui se travaille et qui peut évoluer. Voilà, donc on parle aussi... Alors, on a tout une sorte d'atelier pendant 1 heure où ils font des exercices. Donc, prendre conscience de ce qu'est l'attention. Par exemple, dans notre fameux atelier, on leur demande de dessiner le logo Carrefour. Pour leur faire prendre conscience que le logo Carrefour, ils l'ont vu des centaines et des centaines de fois, mais comme ils n'y ont jamais porté d'attention, eh bien, ils ne savent pas le dessiner. Et une fois qu'on a compris comment est fait le logo Carrefour, eh bien, finalement, on peut le redessiner 3 mois après. Donc, ce n'est pas en lisant une leçon, je lis ma leçon, je la lis 40 fois, au bout de la 40e fois, je saurai que c'est des méthodes efficaces. Donc, relire et relire et relire, ça sert à rien. Enfin, c'est pas ça sert à rien, mais enfin, c'est pas du tout efficace. Donc, on explique ce que c'est que l'attitude de l'élève. On leur parle des pensées émergentes aussi dans les distracteurs. Donc, qu'est-ce que je vais manger ce soir en rentrant, ou les problèmes de famille. Enfin, on leur apprend à se blinder un peu par rapport à ça. Je vois qu'il y a des pensées émergentes là-bas chez madame. Alors, on essaye de jalonner l'attention dans nos cours. C'est-à-dire, de temps en temps, quand nous-mêmes, on a tendance à s'enflammer sur notre séance, eh bien, il y a un moment, on peut s'arrêter, on leur demande de ranger les affaires sur la table,
On remet la table en ordre. Et aussi, on s'attache à leur dire « Attention, là, c'est un moment important ». Ou on sait bien qu'ils ne peuvent pas être silencieux pendant 55 minutes et être attentifs pendant 55 minutes. Donc, on essaie de les aider à savoir quand est-ce que c'est important, quand est-ce que là, c'est un petit peu moins important, quand est-ce que vous pouvez échanger en chuchotant, quand est-ce qu'il faut un silence absolu, parce que là, c'est le théorème de Pythagore et c'est sacré. Enfin, voilà, on essaye de les accompagner là-dessus. Alors, pour jalonner l'attention, il existe sur l'ENT, sur notre espace numérique de travail, quelque chose qui s'appelle Classroom Screen, qui permet d'avoir des pictogrammes. Donc, il y en a un, c'est on n'a pas le droit de parler, un où on peut chuchoter. Pour les travaux de groupe, il y a des feux de couleur, des feux tricolores, feu vert, feu orange, feu rouge, qui permettent d'évaluer le niveau sonore de la classe. Et moi, je me sers aussi du minuteur. Donc, par exemple, les sixièmes qui me mettent un quart d'heure pour tracer un triangle, et ben, moi, je leur impose 3 minutes. Ça leur permet, du coup, comme ils sont bloqués avec les 3 minutes, et puis qu'ils veulent absolument gagner les 3 minutes, eh bien, de les contraindre dans leur attention. Là, s'ils commencent à chercher leur rapporteur pendant 10 minutes, ou demander aux voisins qu'est-ce qu'il faut faire et tout, ils n'y arriveront pas. Et puis aussi, pour les sensibiliser à l'attention, eh bien, c'est pendant le cours d'aller les chercher. Ah bah oui, mais qu'est-ce que j'ai dit là, il y a 2 minutes? Ah bah tu vois, tu n'étais pas attentif. Voilà, ensuite, au niveau de la compréhension. Donc, on leur explique comment fonctionne le cerveau. Donc, on prend l'exemple très simple d'un texte en anglais. Là, je suis un peu impressionnée parce que j'espère que je ne raconte pas de... On va la voir faire des bons sur la... donc, sur la compréhension, on prend l'exemple d'un texte en anglais. Comment votre cerveau comprend un texte en anglais de 4 lignes? Eh bien, il va identifier tous les mots qu'il connaît. Et à partir des mots qu'il connaît, il va faire du lien. Il va pouvoir organiser le sens général du texte. Donc, ils comprennent quand même à partir de là que plus on a de connaissances, plus on fait du lien facilement, plus c'est pour ça qu'ils disent toujours « Ouais, mais lui, il est bon, et il est toujours bon, et il a toujours des bonnes notes. » Bah oui, mais pourquoi il est bon, il a toujours des bonnes notes? C'est parce que déjà, il a des connaissances qui lui permettent, son cerveau, du coup, il n'a pas trop de mal à faire le lien entre les connaissances qu'il a. Toi, tu vas augmenter ton niveau de connaissance, tu vas augmenter tes situations de référence connues, les images que ton cerveau va reconnaître, par exemple le théorème de Pythagore, eh bien, on essaye de déclencher que dès qu'ils voient un triangle rectangle, pim, le cerveau leur envoie le théorème de Pythagore. Et à partir de là, en déclenchant des choses et en les sensibilisant à ces déclenchements, eh bien, ils s'aperçoivent que petit à petit, c'est motivant de travailler parce que c'est plus facile. Donc, on utilise évidemment... Alors moi, je suis pas... Les cartes mentales, je ne sais pas si je devrais le dire, mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément parce que finalement, c'est pas si naturel pour certains élèves qui ont déjà du mal à lire un tableau. Donc, les cartes mentales, je pense que c'est à force de travail. Je sais qu'il y a des collègues qui les utilisent, qui les construisent avec les élèves et on sent une amélioration. Moi, personnellement, je ne suis pas encore au top là-dessus. En français, ouais, même en maths, ça pourrait s'y prêter, mais bon, voilà, ça fait encore partie des choses que je vais devoir explorer. Les tests, non, je suis partie où là? Identifier les mots-clés, donc hiérarchiser les contenus, ça c'est important, ça c'est pas important. La gestion des prérequis. On leur demande souvent pendant le cours, faites-le, c'est horrible. Enfin, vous êtes enseignant dans la salle? Oui? Alors ça, c'est terrible, hein. Ça fait très très mal. Vous demandez à un élève, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que j'ai expliqué? Et vous verrez. Des fois, vous dites, mais j'ai jamais dit ça, mais c'est pas possible. Donc vraiment, leur demander, vraiment aller les chercher, voir vraiment si votre cours est efficace ou pas. Alors évidemment, hein, des fois, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend? Et puis qu'ils comprennent que c'est par le questionnement que le cerveau comprend et va mémoriser. Donc vraiment toujours se questionner. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la liste des savoirs et des savoir-faire. Je ne sais pas si on peut montrer un autre document, parce que sinon, si je ne montre pas un document, ça va pas être parlant. Donc ça, c'est à la fois pour la compréhension du cours et pour la préparation des évaluations. Alors, c'est dans savoir-savoir-faire. Donc,
je ne sais pas, je vous montre un document, proportionnalité 3e par exemple. Donc c'est un peu le contrat de confiance hein, qu'on essaye pour vraiment donner du sens à nos apprentissages et de l'efficacité. Les essentiels, donc qu'est-ce que j'attends qu'ils sachent par cœur pour le contrôle? Comme ça, ils savent précisément ce qu'ils doivent apprendre, parce que le truc, apprends ton cours. Oui, mais... Et ça, c'est des méthodes qu'ils vont garder après, parce que dans un cours, ils vont aller essayer d'identifier, quand ils n'auront pas un prof qui sera formé aux neurosciences, ou ils vont essayer par eux-mêmes d'identifier dans un cours ce qu'il va falloir qu'ils sachent par cœur. Donc, par exemple, définition de deux grandeurs proportionnelles, la propriété, une réciproque. Et de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce que je veux que vous sachiez faire sur la proportionnalité? Donc, ces feuilles, en début d'année, c'est moi qui les prépare. Alors, au départ, en début de cours, ou pendant le cours, à n'importe quel moment, je trace un trait au tableau. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez par cœur? Sachant que dans mon cours, j'ai mis des cœurs. Quand je veux qu'ils sachent par cœur, j'ai mis des cœurs. Alors, je ne sais pas, il y a une image, je vous embête encore. Une image, une photo d'un cahier. Alors, c'est dans les photos, il faut ressortir de là. Une image, là. La première, ouais. Bon, voilà, un cahier de 6e, bah, vous voyez, il y a des cœurs. Alors, c'est pas j'aime, hein. C'est qu'il faut savoir par cœur. Ils savent précisément. Et il faut les aider à savoir travailler parce qu'ils ne savent pas. Donc voilà. Ensuite, on peut revenir du coup au document. Embêtant. Le tout premier. Voilà. Alors, quand on s'est lancé dans les Coniclass, la première année, ce qu'on a le plus travaillé, c'est la mémorisation. Donc, leur expliquer comment fonctionnent les mémoires. Alors, les tests portes, ça, c'est on leur pose 2 questions avant qu'ils rentrent en cours. S'ils ne savent pas répondre, ils restent à la porte. Et ils ont à copier ce qu'ils ne savaient pas. Donc, ça peut se pratiquer. Donc, on travaille sur la réactivation expansée, c'est-à-dire de réactiver... alors, on parle des 6 couches, nous, des 6 fois. Donc 6 minutes, 6 heures, quand on leur explique qu'il y a fait un processus de mémorisation et que s'ils font les 6 fois, ça sera dans leur cerveau pendant au moins 2-3 ans, ils comprennent que 6 minutes, ils sont en cours, que 6 heures, ils sont le soir chez eux en train de faire leurs devoirs. Donc si on leur donne des devoirs, c'est pas parce qu'il faut donner des devoirs, c'est parce que c'est un processus de mémorisation. Donc en faisant pas leurs devoirs, ils cassent ce processus. Donc ça donne un peu de sens à tout ça. Donc 6 heures, 6 jours, ils sont un petit peu, ils sont avant le contrôle. 6 semaines, eh bien, il y a une période de vacances qui est passée, il faut réactiver la notion. Et 6 mois, c'est l'année d'après, en réactivant la notion, eh bien, ça va plus vite. Donc ça donne du sens aussi à notre façon d'enseigner. Il faut que j'aille plus vite. Les encarts de mémorisation, c'est que j'écris plus mes cours comme avant. Maintenant, c'est sous forme de questions-réponses. J'ai encore une photo, mais on va peut-être passer du coup. Non, on peut voir la photo. Vous voulez voir la photo? Alors, c'est la deuxième photo, je crois. On pourra y revenir un petit peu après, mais on va donner... Ouais, je vais essayer d'aller plus vite. La deuxième photo, je pense. Voilà. Donc, avant, par exemple, en 6e, dans un calcul, les multiplications et divisions sont prioritaires. Bah voilà, maintenant, c'est énoncé. Dans un calcul qui est prioritaire, question à réponse, la multiplication et la division. Grâce à ces encarts de mémorisation, ça donne lieu à des fiches de mémorisation. Je vous embête encore. Alors, il faut aller dans fiche de mémorisation en haut. Voilà, n'importe laquelle. Division 6e, ouais, c'est bien. Voilà, donc les fiches de mémorisation, le principe, c'est que d'un côté, on met la question. Donc, qu'est-ce qu'une division euclidienne? Une division où tous les nombres sont entiers. Donc, on cache la partie droite et il faut qu'ils sachent le faire aussi dans l'autre sens. Voilà, alors ça, c'est des choses qu'on exploite. Moi, on faisait peu de mémorisation en classe, maintenant on en fait beaucoup plus. Et ils peuvent le faire par 2. Voilà. Alors, il y a des logiciels de mémorisation comme Anki, qu'on a utilisé, puis bon, ça fait partie des faiblesses de neurosciences dont on parlera peut-être après. Voilà, alors il faut revenir au document.
On avait fait un cahier de réactivation, c'est-à-dire que par exemple moi, la prof de maths, j'ai une coni-classe à 10h30 le matin, je marque une question dans le cahier de réactivation avec la réponse, parce qu'on s'aperçoit que sorti de notre discipline, on n'est vraiment pas bon. Et par exemple, l'après-midi, le prof de SVT va poser la question sur le cours de maths du matin. Ça fait aussi partie des faiblesses de l'organisation, c'est que petit à petit, on a laissé tomber le cahier de réactivation parce que faute de temps. Utilisation de Plickers, donc ça c'est au niveau du numérique. Plickers, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont chacun une petite carte comme un QR code. Et puis avec votre téléphone, vous scannez les réponses. Donc ça, c'est des choses un peu interactives qui nécessitent un petit peu de préparation quand même. Et moi, dans ma classe, j'ai un truc qui nécessite zéro préparation, c'est une boîte avec des questions qui sortent des fiches de mémorisation. Donc, de temps en temps, on fait des minutes Mémorix, c'est-à-dire qu'on prend des questions quand on a un petit peu de temps, et puis on pose des questions sur tout et n'importe quoi qu'ils ont vu pendant l'année. Voilà. Et puis sur les évaluations, on s'est attaché à faire des évaluations diagnostiques, c'est-à-dire en amont, et puis à différer un petit peu les évaluations, c'est-à-dire de ne pas les faire tout de suite, de leur laisser le temps de digérer, en donnant des petits exercices de réactivation avant les évaluations. Oui. Voilà, je vais faire court parce que sinon je prends tout le temps. On pourra y revenir après, notamment sur les évaluations, c'est sur votre expérience et ce que ça a donné comme résultat auprès des élèves. Mais on va d'abord donner la parole à Nawal qui a sans doute beaucoup de choses à nous faire partager sur son expérience dans un tout autre domaine, hein, qui n'est pas celui de l'enseignement, mais où on va pouvoir voir ce que les neurosciences peuvent apporter. Merci Nawal. Je vais vous poser une question, parce que pour vous, qu'est-ce que c'est les neurosciences? Non mais c'est une bonne question ça. C'est quoi les neurosciences pour vous? Ça étudie quoi? Qu'est-ce que ça étudie exactement? Par exemple. Comment il fonctionne? Ouais. Donc ça étudie ces phénomènes-là, mais en fait surtout ce que ça va faire, ce que les neurosciences vont étudier, c'est comment c'est encodé dans notre cerveau, comment on traite l'information. En fait c'est plutôt ça les neurosciences. Quand on vous parle de mémoire, d'être plus ou moins rapide, de mieux retenir, ça c'est de la psychologie expérimentale. Donc c'est aussi ça l'idée de faire la dichotomie entre quand justement on vous dit les méthodes basées sur les neurosciences ou des méthodes de psychologie expérimentale, c'est aussi très très bien. Donc c'est aussi tout l'enjeu de comprendre quelles vont nous apporter ces connaissances sur comment notre cerveau il fonctionne, comment il apprend. Bon moi, pour un petit background, j'ai fait toutes mes recherches sur comment un cerveau apprend. Moi, mon cœur d'expertise, c'était de comprendre comment déjà dès la naissance, on est câblé pour apprendre des choses de notre environnement. Et donc moi, mon modèle, c'était les petits bébés. C'était les petits bébés parce que justement, c'est incroyable la puissance d'apprentissage, justement. Et on leur a jamais dit... c'est sujet, verbe, complément, et quand vos bébés ont commencé à parler, bah, ils l'ont sorti tout de suite. Donc ça veut dire que, justement, notre cerveau comprend les règles qui sont dans notre environnement, et du coup ressorgit une réponse. Et ce que les neurosciences nous ont apporté ces dernières années, c'est plutôt ça, en fait, ce traitement implicite, pas vraiment explicite. Donc l'enjeu des neurosciences, c'est plutôt comment, justement, on encode une information, et comment on va garder une trace mémorielle. Donc c'est là où justement c'est génial avec la psychologie expérimentale et les neurosciences cognitives, ça se connecte pour aller plus loin. Parce que du coup on regarde, on enregistre ce qui se passe quand on présente une information, et après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, on va aller regarder si ça a été plus ou moins bien retenu avec des tests de psychologie expérimentale. Mais ça c'est aussi tout l'enjeu en ce moment des neurosciences hyper à la mode, qu'on entend partout, c'est une méthode basée sur les neurosciences. Bon. Si c'était une méthode basée sur les neurosciences, il faudrait qu'on passe tous les enfants au scanner à chaque fois qu'on fait des expériences en neurosciences. Sauf que ce n'est pas le cas. On utilise la manière dont tous ces mécanismes s'enchaînent. Donc là, ce que vous nous avez montré, c'est magnifique. L'idée des questions-réponses, c'est génial parce qu'en fait, on a appris ces dernières années que notre cerveau, il fait des prédictions. Donc pour justement apprendre, il faut qu'il prédise. Donc il faut qu'on pose une question et ensuite qu'on donne la réponse. Et on sait que ça s'encode beaucoup plus rapidement comme ça, puisque après, plus tard, quand on fait des tests de mémoire, on se rend compte que ça a été un peu mieux mémorisé comme ça. Donc l'idée des flashcards, au lieu d'avoir une fiche de synthèse où c'est juste du texte, en fait, c'est des questions. Et en fait, ça, on sait que ça maximise l'apprentissage parce qu'on est tout le temps notre cerveau, il est tout le temps en train de prédire. Donc ça, c'est un exemple de comment on a compris que notre
cerveau fonctionnait justement en prédisant en permanence, et on s'en sert en disant on va utiliser un outil qui va nous permettre de maximiser cet effet-là en fait. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et ce que vous avez présenté sur l'attention, donc il y a un chercheur, enfin il y a plusieurs chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc, en France on a Stanislas Dehaene, mais aux États-Unis ou dans d'autres pays on a aussi des chercheurs qui ont essayé d'identifier qu'est-ce qui maximise un apprentissage. Et donc il y a plusieurs facteurs comme l'attention que vous avez mis au tout début. Sans porter notre attention, ben, on n'apprend pas bien, on apprend peu. Si on partage notre attention, ben, du coup on restreint notre qualité d'apprentissage. Donc faire des exercices quand il y a quelqu'un qui parle à côté de moi ou qu'on fait du bruit, ben, forcément je vais être moins bon. Il faut savoir que je suis moins bon à cause de ça, en fait, pas parce que je suis bête, parce que c'est juste difficile et que notre cerveau, il a une attention qui fonctionne justement en utilisant une force, on appelle ça l'attention sélective, mais on a aussi cette attention alerte qui sera toujours présente et qui fait que même si j'ai un bruit, bah, c'est normal que je me retourne. Je peux m'entraîner à faire attention à ce stimuli ou quand je vais faire comme ça, je vais plus y faire attention, mais ça n'empêche que c'est un exercice qui est très très difficile. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles justement, nous, on travaille beaucoup avec les enseignants sur comprendre mieux comment notre attention elle fonctionne pour aussi mettre plus de bienveillance envers les élèves et aussi envers soi-même quand on est prof. Parce que capter l'attention des élèves, c'est le job de tous les bons profs et c'est difficile. Déjà, la sienne, il faut arriver à se la comprendre. Nous, on travaille beaucoup sur les postures pédagogiques là-dessus pour se dire, bah, si on se comprend mieux nous-mêmes, on peut encore mieux expliquer aux enfants, qui eux aussi sont en pleine découverte de leur manière dont ils fonctionnent. Oui, non, c'est passionnant ce que vous dites. Voilà, mais vous intervenez pas sur des enfants ou sur des élèves en scolaire? Voilà. Alors, on fait des ateliers sur la connaissance de soi avec des enfants et des adolescents, justement sur la découverte de son cerveau, comment il fonctionne, comment on le comprend, comment on arrive à essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour du coup mieux s'adapter. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On fait des petits exemples, des petits jeux, on les met en situation de double tâche, là, on leur fait faire des choses, on leur dit alors qu'est-ce que vous avez ressenti, et puis en général c'est je suis énervée, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Comme nous, exactement la même chose. Et donc on essaye de travailler sur une meilleure compréhension de son fonctionnement de manière globale. Donc c'est aussi, c'est pas juste les neurosciences, c'est les sciences cognitives dans son ensemble. C'est tout ça qui est intéressant parce qu'en fait la recherche a montré ces dernières années que quand on travaille ce qu'on appelle les compétences métacognitives, apprendre son fonctionnement, et ben en fait on se rend compte qu'on augmente les performances partout. Ça tape partout, les maths, le français. Donc en fait c'est vraiment le cœur, quoi, la base de la compréhension de soi. Mais en fait, c'est la même chose pour les adultes. C'est exactement, on fait ça avec aussi des adultes et c'est la même chose. On a les mêmes effets. Enfants, adultes, on n'est pas si différents. C'est ça qui est assez intéressant. C'est les mêmes mécanismes d'apprentissage. C'est juste pas les mêmes contextes. Mais j'ai lu sur votre carte visite que vous accompagnez la transformation des grandes organisations. Voilà. Et voilà. Comment est-ce qu'avec l'apport des neurosciences, on allait pouvoir mieux travailler cette problématique? Parce que je pense qu'on est tous passionnés par ça, c'est comment on peut monter en compétence, comment on peut apprendre, alors pour soi-même et puis pour les autres. Et donc la pédagogie, l'apprentissage, c'est à tout âge, c'est pas spécialisé, c'est pas restreint à l'école, on apprend tout le temps, même en dehors de l'école. Et donc l'idée, c'est comment toutes ces bases scientifiques sur les postures pédagogiques pour faire en sorte qu'un apprentissage soit mis dans de bonnes conditions, qu'on puisse essayer justement d'être sur mesure, sur le besoin des personnes, bah ça permet ça en fait. Ça permet d'essayer de trouver des méthodes qui soient adaptées à chacun de ces contextes. Concrètement, nous, ce qu'on fait, on travaille avec des crèches, personnel de crèche, avec des enseignants, avec des managers, avec des collaborateurs, des opérateurs dans des usines, et on parle de la même chose. Mais on le dit dans une manière, on le met dans un contexte qui est un peu différent parce que chacun a des objectifs pédagogiques différents. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'on se base sur ce qu'on connaît, sur l'attention, la force de notre attention, mais aussi parfois ses limites, sur la force de quand on engage quelqu'un, quand on lui donne du feedback, qu'est-ce que ça provoque en lui et sa montée en compétence, et puis la consolidation, les pauses, la capacité qu'on a justement à régénérer ses ressources cognitives, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. La récréation, c'est une très bonne chose, comme une pause pour un collaborateur qui est toute la journée devant son ordinateur, ça aussi c'est une nécessité. Donc on doit prendre soin justement de nos compétences d'apprentissage parce qu'elles peuvent être maximales si justement on arrive à déterminer un environnement gagnant. Et je pense que les sciences, elles nous permettent en tout cas d'avoir un peu plus d'outils, d'indices pour nous dire « Ah bah ça c'est important dans ce contexte-là » et d'essayer d'ajuster. On n'a pas de réponse magique, on est là pour construire des environnements d'apprentissage les plus
performant, puissant et où les gens sont à l'aise pour progresser à chacun de leur rythme. Donc ça, c'est une des forces que peuvent avoir justement... c'est la science en général, en fait. C'est pas spécifique des neurosciences. Je pense que c'est toutes les sciences qui sont utiles pour ces problématiques-là. Donc on a bien vu comment est-ce que vous mettez en œuvre les outils, les ressources mises à votre disposition, que ce soit dans votre start-up ou dans votre collège. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça a un effet bénéfique sur la réussite des élèves? Alors, dans notre collège, donc, j'ai en troisième 3 élèves qui étaient en sixième, en cogni-classe en sixième, en quatrième, et donc ils sont en troisième. Donc c'est la 3e année. Et en fait, ils font, les méthodes qu'on leur a transmises, ils les font tout seuls. Et on a une élève qui était vraiment très très fragile quand elle est arrivée en sixième. Et cette élève en quatrième, c'était pas encore bien, c'était encore très très fragile. Et cette année en troisième, où évidemment avec cette année avec l'enjeu de la troisième, la gamine, elle s'est mise peut-être un petit peu plus sérieusement au travail, mais alors elle performe à plus de 16 de moyenne dans toutes les disciplines. Parce qu'elle sait faire des fiches de mémorisation, elle sait comment apprendre, elle sait comment comprendre, elle sait exploiter ses erreurs, elle sait travailler en fait. Et je crois que c'est ça en fait, le résumé, c'est qu'elle sait travailler, elle sait être efficace. Voilà. Allez-y. Oui, au-delà des effets bénéfiques que l'on peut rendre compte avec 2-3 années de recul, il n'empêche qu'on bute sur un problème essentiel, c'est que autant on peut avoir au sein de l'espace scolaire l'idée qu'on maîtrise les choses, mais c'est parasité par tout ce qui est environnemental. Le milieu familial peut être compliqué, et donc agir sur les émotions, et donc sur la motivation. Et puis, il y a autre chose, et on en parlait en arrivant, en venant jusqu'ici, c'est que il y a une condition aussi indispensable pour que les élèves apprennent avec les meilleurs outils possibles, sauf qu'on ne maîtrise pas le sommeil de l'élève. Et on aura beau avoir des outils sûrs, valides ou validés, si l'élève n'a pas son quota de sommeil, il ne sera pas attentif, il ne mémorisera pas, il ne réussira pas à s'emparer de tout ce qui lui est offert, quoi. Voilà. Et pourtant, sur le sommeil, on les sensibilise sur le fait que le cerveau a besoin de sommeil, que la nuit, il fait quand même un grand dépoussiérage. Mais... Nawal ? Oui, en fait, je rajouterais même, vous avez tout à fait raison, le sommeil, c'est un enjeu. Mais c'est un enjeu pour les enfants, mais ça l'est tout autant pour les adultes. C'est un enjeu de santé publique actuellement. Enfin, il y a vraiment maintenant des mesures qui sont en train de mettre en place parce que le temps de sommeil se raccourcit et du coup, nos compétences d'apprentissage en pâtissent. Mais je dirais, mais c'est encore plus global que ça, en fait. Là, vous enseignez en collège. On sait, par exemple, que les enfants, avant même d'arriver à l'école, il y a des différences qui se font sur de la maîtrise de langage oral, qui ont des conséquences sur après l'acquisition du langage écrit. Donc c'est encore plus global que ça, c'est l'environnement, le fait que dans une famille on me parle beaucoup, je connais plein de vocabulaire, donc quand je lis la consigne en français, en histoire, en maths, je comprends ce qu'on est en train de me demander. Mais si jamais j'ai pas reçu ça, comment je peux comprendre ces consignes? Et ça amène l'échec. Et ce qui se passe, c'est justement ça qui est à la fois magique, mais en même temps où on se dit qu'on doit faire un gros boulot. C'est ce qui se passe aussi tout en amont et tout sur les côtés. Donc déjà dans la petite enfance, moi je travaille sur justement des programmes où on essaye de sensibiliser justement sur les interactions langagières, parce que ce qui fonde nos apprentissages scolaires, ce qui fonde nos apprentissages tout court, on ne va pas parler que de l'école, et puis tout ce qu'il y a à côté, mais
En fait, ce qui est aussi très bien dans notre pays, c'est qu'on a un système scolaire, on a des écoles, où on arrive déjà dans les crèches, dans des systèmes scolaires où il y a un système social, où on arrive après en primaire et au collège, et du coup, c'est aussi un espace où on peut compenser certaines choses qu'on manque aussi dans nos familles, dans certaines familles où il y a de la précarité, où il y a des choses où malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, on est tous différents. Et du coup, à l'école, c'est là où on peut justement compenser ça. Si on les repère bien, si on sait pourquoi il y a cet échec, si on comprend un peu mieux ça. Je sais que peut-être que c'est un peu naïf ce que je suis en train de dire et que je ne suis pas dans la réalité de tous les jours, mais pour travailler au quotidien avec des gens qui sont à la fois dans des crèches ou dans des écoles ou même dans des entreprises, de savoir prendre en compte tout ce qui se passe autour pour essayer d'agir au mieux, déjà ça nous rassure nous sur nos... Parfois on se dit mince, j'ai pas pu faire tout ce que je pouvais, ou il y a des fois où c'est difficile et donc il faut savoir d'où on part. Et je pense que aussi les sciences, elles nous permettent de pouvoir avoir une vision un peu plus globale et une analyse globale des choses. Un enfant qui est en échec ou qui a du mal à apprendre, c'est lié à son sommeil, c'est lié à la manière dont aussi il a suivi sa scolarité. Ça dépend de plein de choses. Mais plus on identifie ces choses-là, plus on a des clés pour aller agir et soulever. Et comme vous l'avez très bien dit, l'apprentissage, c'est loin d'être linéaire. Ça passe des stades comme ça, des ups, sans qu'on s'en rende compte. Tellement, justement, on a des compétences qui sont puissantes. Si jamais on commence à avoir une méthodologie qui marche bien, on le voit, nous, avec les élèves avec lesquels on a fait des AP spécifiques, un peu mémorisation, un peu ce que vous avez dit, avec des méthodos spécifiques, comment ils jump, comment ils arrivent à pousser très fort, tout de suite, leurs apprentissages. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant à voir. Je ne suis pas sûr qu'on soit là pour donner des réponses à toutes les questions, mais en tout cas, ce sont des pistes intéressantes à explorer et puis tirer parti des expériences de chacun. Qu'est-ce qui fait la différence entre un collège comme celui de la Nacelle, où on expérimente les neurosciences, ou plutôt la psychologie expérimentale, parce que j'ai bien compris la distinction que vous pouvez faire, et un collège lambda? C'est tout l'enjeu, justement. C'est que les professeurs, il faut savoir que toutes les classes n'ont pas une équipe pédagogique qui fonctionne avec que des professeurs sensibilisés à ces méthodes. Il existe dans l'établissement des classes où les équipes pédagogiques ne travaillent pas sur la mémorisation et l'attention. Donc là, on voit aussi la différence entre ceux qui pratiquent, les profs qui pratiquent, qui ont changé leur pratique, et ceux qui n'ont pas encore changé leur pratique. Ça fait la différence dans les résultats, dans le climat de la classe, le climat d'apprentissage de la classe. Et l'idée, c'est que ça fasse contagion, c'est-à-dire, on espère que les autres enseignants vont se rallier un petit peu à ces méthodes, ou vont essayer de tenter des choses en voyant la réussite. Maintenant, il y a des établissements qui ne l'utilisent pas du tout, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes problématiques de réussite scolaire, donc qui ne se posent pas forcément la question. Nous sommes dans un REP, avec des familles en difficulté. Et donc, c'est pour nous l'engagement d'attribuer, enfin de pouvoir permettre à tous les élèves de cet établissement de réussir. Mais c'est évident, et c'est encore une fois tout l'enjeu, c'est que ces méthodes, ou d'autres méthodes, il y a peut-être d'autres choses qui existent, il y a encore peut-être plein de choses à inventer, mais l'enjeu, c'est que ça se répande déjà au sein d'un établissement et ensuite sur d'autres établissements. C'était aussi l'objectif affiché du département que de convier l'ensemble des établissements scolaires de l'Essonne à la conférence de Jean-Luc Berthier, qui a eu pour effet qu'il y a une douzaine d'établissements dans l'Essonne qui ont adopté, qui en tout cas se sont engagés à travailler et à essayer de différentes méthodes en appui sur ces sciences. Il n'empêche que, par exemple, il y a un collège entier, je pense au collège de Boussy-Saint-Antoine,
au collège Olivier de Ségonzac, du Noyer de Ségonzac, pardon, où là, ils ont décidé que c'était d'emblée toutes les équipes et toutes les classes du collège. Nous, pour l'instant, on est à 7 classes, un tiers des classes. Voilà. Juste, je voudrais... Oui. Ouais, ça, je sais pas. On vous laissera le temps pour des questions. On n'a pas encore de retour dans la mesure où ça s'est engagé en septembre 2018. Donc il faut attendre au moins une année pour voir si toutes les équipes sont toujours engagées. Oui. Sur les enseignants. C'est une bonne question parce que nous, on intervient souvent avec les ANT, les aides territoires négociées, et ça nous arrive qu'il y ait un chef d'établissement, du coup, où il a déjà sensibilisé, donc les 12 arrivent pleines de motivation, et puis surtout déjà qui ont suivi le MOOC de Jean-Luc Berthier, etc. Et là, on était l'année dernière dans un où ça a été imposé. Et ça a été imposé aussi au même moment où il y avait le comité scientifique de l'éducation nationale qui s'était, l'année dernière, il y a 2 ans, qui venait juste de se constituer. Donc c'était aussi quelque chose de très très politique. Et on a passé du coup 3 fois chez eux. Et là on a fait un retour en septembre dernier. Et en fait, ceux qui avaient le plus d'appréhension par rapport à ça, en disant c'est imposé par notre chef d'établissement, bah, c'est eux qui se sont le mieux approprié ces projets et qui sont allés plus au bout. Non, mais pour vous dire aussi que justement, parfois, quand on est clair sur la connaissance de soi-même en tant qu'enseignant, parce qu'on est parti de là, nous, on fait que des formations sur les postures pédagogiques. Donc, on se fixe sur les enseignants, sur leurs cognitions, comment je fonctionne, du coup, comment je peux transmettre ça à mes élèves. Parce qu'en me connaissant mieux, du coup, je vais encore mieux comprendre comment ils fonctionnent, parce qu'on est pareil. Et du coup, ça a pas mal marché. Ils ont fait plein d'expérimentations, bon, les flashcards évidemment, mais plein de choses, surtout sur les climats, la montée en confiance des élèves, parce que c'était des lycées professionnels sur lesquels on était, et ça a vraiment bien marché. Bon, après, ça demande aussi beaucoup de temps de parole et de posture, de transmission, de posture pédagogique et d'échange entre le corps enseignant, mais ça a été quelque chose qui a bien marché chez nous. Juste pour vous dire... Je voulais rajouter aussi sur l'impact auprès des enseignants, parce que du coup, tout ce travail qu'on fait sur l'attention, les élèves, ils sont très réactifs. Quand est-ce qu'ils ont le droit de parler? Quand est-ce que ça doit être un silence complet? Et du coup, on a vu des professeurs s'autoriser. Enfin, ils ne s'autorisaient pas à avoir leurs élèves qui bavardent. C'est-à-dire que c'était, c'est toujours silence complet, et puis voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, le fait qu'ils s'autorisent des élèves qui bavardent ou qu'ils s'autorisent des travaux de groupe, et puis qu'à tout moment, ils arrivent à rectifier finalement une attention. Déjà, ça les a beaucoup sécurisés. Le travail d'équipe, parce qu'on est quand même très seul quand on est prof. Des fois, on se décourage. Moi, je comprends pas. Je prépare super bien mes cours. J'y mets une énergie dingue en cours. Et puis, ils veulent pas travailler ou ils ont rien appris. Ils ont pas appris leur cours. Et donc, en fait, tout ça a redonné un peu du sens, parce que quand un élève, il sait ce qu'il doit apprendre, il sait sur quoi il va être évalué, eh bien, ils nous le disent, nos élèves. On a plus envie de travailler parce qu'on sait ce qu'on a à faire, tout simplement. Et du coup, ça a remotivé des collègues qui étaient un petit peu, peut-être un petit peu perdus ou un petit peu fatigués. Et voilà, pour ça fait du bien des 2 côtés, quoi. Écoutez, on va... Non, c'est très instructif, très enrichissant. Moi, j'ai une question à vous poser pour vous remotiver. Qui saurait dessiner le logo de Carrefour, là? Ouais. Non, allez-y. Qui saurait le dessiner, là, personne? Si, j'ai une autre remarque. Ça sera la dernière, mais si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo qui s'appelle Selective Attention, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la vidéo de gens qui se lancent un ballon et il faut compter le nombre de passes. Et bien nous, en tant qu'enseignants, effectivement, ça nous renvoie à nos pratiques. Comment on peut, par exemple, demander à un élève de souligner les adjectifs dans un texte, et puis après attendre et lui demander, alors il racontait quoi le texte? Donc nous aussi, ça nous fait nous remettre en question tout ça. On ne peut pas demander à un élève d'être attentif aux adjectifs et après lui dire alors ça racontait quoi? Voilà.
Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Là, c'est l'idée de la consigne. Ça, c'est un enjeu dans toutes les formations qu'on donne sur la consigne. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Qui a vu cette vidéo-là du gorille et de la... Et quand vous n'avez pas vu le gorille, vous vous êtes dit « Oh là là, j'ai une attention pourrie, vraiment, je suis passée à côté de l'information, là. » Non ? Mais c'est faux. Ça veut dire que vous avez une bonne attention, un bon focus attentionnel. Écoutez pas aussi ce qu'on vous dit, si on vous dit « Oh là là, il y en a plein qui montrent cette vidéo ou plein qui vous montrent d'autres choses en disant « Ah bah voilà, vous voyez, vous ne voyez pas toutes les choses. » Mais tant mieux, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, si on sait où est-ce qu'il faut regarder, vous avez vu comment on est puissant ? On ne voit pas certaines choses, mais tant mieux. C'est aussi ça, comment il faut aussi, c'est ça le danger sur l'interprétation des données en neurosciences cognitives ou des données en sciences tout court. C'est l'interprétation qu'on en fait. Et c'est après les outils qui sont créés avec tout ça. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait dans nos formations, on ne donne pas de recettes préconçues qui disent que numéro 1, c'est ça, numéro 2, c'est ça, numéro 3. On donne les piliers. Qu'est-ce qui est important ? C'est quoi les mécanismes ? Où est-ce qu'on active ? Et après, c'est vous, avec votre expertise d'enseignant, qui arrivons à connecter tout ça. Nous, ils ont fait des expérimentations en se disant, voilà, moi, dans mon cours en TP, la consigne, je donne soit en papier, soit à l'oral, je vois que c'est de bazar. Et ben, ils ont expérimenté, ils ont fait plein de trucs différents et ils se sont appropriés des méthodologies à eux. Parce qu'en fait, souvent... Bon, après, c'est bien d'avoir des guides, mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est que du sur-mesure, parce que c'est vous qui fonctionnez comme ça, c'est votre attention, c'est vous qui allez sélectionner l'attention des élèves, donc ça doit être dépendant de votre fonctionnement. C'est ça aussi qui fait que les méthodes marchent ou ne marchent pas, c'est ce truc-là qui dit qu'on doit tous faire comme ça, mais on est tous différents, on a des manières différentes d'appréhender un problème, de voir une solution. Du coup, c'est aussi ça, l'idée de ces données en sciences, c'est prenez-les, regardez ce qui se dit sur les mécanismes, et après, essayons de réfléchir ensemble sur quels sont les bons moyens pour résoudre ce problème que moi j'ai dans ma classe. Et ça, c'est vraiment l'enjeu aussi. Et les limites des neurosciences, c'est de ne pas les voir comme une recette ou comme qui dirait qu'il faut que je fasse attention à l'intention. Oui, ok. Comment déjà moi je fonctionne ? Est-ce que je suis lent, je suis rapide ? Est-ce que ça, j'aime bien switcher ? Est-ce que c'est... Ben voilà, et après on s'adapte. C'est aussi ça, prenez ces données et appropriez-les vous en fonction de vos ressentis et vos intuitions. Et justement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. Donc soyez vigilants aussi avec ça. Faites-vous confiance, c'est vous les experts pédagogiques. C'est pas les neuroscientifiques. Hein. La plupart des neuroscientifiques n'ont jamais mis un pied dans une classe. Et c'est vrai, j'étais la première. Enfin, moi, j'ai fait toutes mes recherches dans mon laboratoire ou à l'hôpital. Bon, j'ai jamais vu de prof. Du coup, j'ai découvert quand je suis allée faire mes formations en disant, bon, voilà, on vous apporte ces données, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? On construit comme ensemble. Et on construit. Et c'est ça qui fait que ça va être plus puissant. Donc, c'est aussi ça l'enjeu et les limites des neurosciences. Faisons attention à ce qu'on dit. Allons regarder aussi de la bonne information. Et puis après, construisons. Et faites-vous confiance en tant qu'enseignant. Parce que vous avez de la pratique. Nous, on n'en sait rien, tout ça. On connaît la théorie, mais on ne sait pas comment les élèves y fonctionnent dans les classes. Non, j'ai bien compris ce qu'étaient les limites pour vous, Nawal. Et pour le collège, la nacelle, c'est quoi les limites alors ? Comme ça a été dit très justement tout à l'heure, hein, les limites socio-éducatives, voilà, l'environnement. Alors, c'est vrai que nous, on a une grosse lutte contre le décrochage scolaire, donc sur la motivation, évidemment, on les sensibilise, mais quand il n'y a pas d'envie, on a beau proposer toutes les méthodes possibles et imaginables, c'est compliqué. Sur les limites qui viennent d'être exposées, donc effectivement, il y a comment on s'appuie sur les connaissances scientifiques et comment on les interprète, comment ça peut se répandre, ça c'est aussi une limite, mais j'ai envie de rajouter, et puis l'environnement qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on identifie, c'est déjà ça. Mais il y a aussi, on peut aussi, sur la motivation, sur le décrochage scolaire, on a aussi des outils qui ne sont pas forcément issus des sciences cognitives ou quoique, peut-être. Mais on travaille aussi, on s'appuie aussi sur un travail. Et cette année, on a fait intervenir une association, je ne sais pas si vous la connaissez, Énergie Jeune. Voilà. Qui travaille plutôt sur les émotions et donc sur la motivation. Et ça s'ajoute
et ça se complète à tout ce que l'on peut déjà faire au sein des classes. Je crois que Madame Brun a assisté à des séances énergie jeune et ça peut avoir un impact. Donc je pense que il ne faut pas se limiter à un certain type de science. Voilà, il ne faut pas se limiter, il y a plein de choses à inventer, mais il y a aussi plein d'associations ou de dispositifs qui existent et qui peuvent être complémentaires à tout ce travail. Voilà. Donc, en fait, il faut oser expérimenter, c'est ça. Alors, oui, et puis après, les derniers. Un truc aussi qu'on fait beaucoup, c'est justement pour mettre en valeur tout le travail qui est fait dans le corps enseignant, c'est évaluons ce qu'on est en train de faire. Mesurons ce qu'on est en train de faire. Parce que justement, comme il n'y a pas de recherche là-dessus, c'est l'occasion d'en créer ensemble, pour vous, pour aussi savoir où est-ce que vous allez, comment on oriente. Nous, on fait pas mal de choses sur la méthodologie scientifique pour dire, OK, on change ça, et puis après, on change ça. Et puis, on regarde, en fait, quel a été l'effet. Parce que parfois, on se fixe sur, ah, il y en a un, ça n'a pas marché. Et du coup, on bazarde tout alors qu'on a pris 6 heures à faire le cours. Alors, essayons de regarder qu'est-ce qui a vraiment pas marché. Est-ce que pour tout le monde ça marche pas ou c'est juste cette personne? Ça, c'est ce qu'on appelle les biais d'observation. Et justement, la méthodologie scientifique, ça nous permet de nous retirer un peu tout ça, de filtrer, d'avoir un truc assez normatif. Et ça nous permet d'avancer plus vite. Nous, dans toutes les formations qu'on donne, c'est 1, on a le contenu, 2, on construit, 3, on évalue. Et du coup, on évalue soit avec la note, ce qui n'est pas la majorité des cas d'évaluation qui est faite. Mais parfois, c'est juste des petites grilles d'observation. Combien de personnes ont participé? Est-ce qu'il y a eu plus de questions? Est-ce qu'ils m'ont rendu le devoir qu'ils me devaient parce que d'habitude, personne ne le rend? Enfin, des petites mesures comme ça d'observation qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et ça, quand on a plusieurs classes, c'est vachement bien parce qu'on peut faire des petites stats et se dire « Ah, ok, celui-ci, c'est parce qu'il y a ça. » Comme l'environnement compte, qu'est-ce qui fait que cette classe n'a pas marché, celle-ci, ça a marché? Ah bah, c'est parce qu'il y a cet élément-là. Et en fait, on avance et on progresse beaucoup dans sa pratique pédagogique pour analyser tout ce qui se passe autour de nous. Donc l'évaluation, un super outil pour vous. Alors, est-ce que dans la salle, il y aurait des questions pour nos intervenants? Est-ce que c'est enregistré, je crois, c'est sur quelque chose? Oui, bonjour. Non, juste pour savoir quelles mesures d'évaluation vous avez prises, vous concernant, est-ce que c'est juste un ressenti subjectif d'enseignant ou est-ce que vous avez cherché des indicateurs à mettre en place? Alors, on ne l'a pas fait sur le papier. Et ça, c'est... là, il faut absolument qu'on le fasse avec nos élèves qui sont en 3e avant qu'ils s'en aillent. Voilà, ça, effectivement, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire, d'évaluer un dispositif. Là, maintenant, au bout de 4 ans, on va vraiment pouvoir le faire, je pense. Donc, non, on n'a pas fait de choses sur le papier. C'est plus les élèves qui nous racontent. Après, on a eu... Jean-Luc Berthier nous avait envoyé des universitaires qui ont rencontré nos élèves. Et alors là, on était fascinés. Alors là, c'était, je crois, pas le plus beau jour de ma vie, quand même pas, mais... Quand les universitaires ont demandé à nos élèves c'est quoi les méthodes de vos coniclasses, qu'est-ce que vous avez appris à faire, et quand on voit nos petits 6e, pourtant les 6e, ils n'ont pas de comparaison puisqu'ils n'ont rien connu d'autre. Eh bien, quand ils sont capables de dire moi je fais mes fiches de mémorisation tout seul, moi je sais comment j'apprends un cours, moi j'essaye de cibler les essentiels, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Après, il faut un petit peu de temps, je pense, même si sur une année, on a l'impression que, tiens, cet élève-là, il a pas du tout profité des classes Mémorix. Et puis finalement, l'année d'après, on l'a vu avec cette fameuse élève qu'on a en 3e. Des fois, ils n'en bénéficient pas pendant l'année parce qu'ils mettent du temps à s'approprier le truc et puis ça paye après. Je pense que c'est des... Voilà, comme on disait, chaque élève a sa vitesse et puis... il faut essayer toujours de miser sur le long terme. D'ailleurs, c'est bien le but des neurosciences, de laisser des connaissances sur le long terme. Et qu'on en prend tout au long de la vie. Voilà. Ouais. Rien n'est jamais rien fini. Tout est en train de continuer. Alors, sur cette note optimiste, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on est arrivé au bout du temps imparti. Donc, merci Catherine, merci Aline, merci Nawal. Voilà. Merci au public, bien sûr. Merci pour votre attention. Merci.
pour l'organisation. C'est super ce que vous faites. Ben voilà, ben, il faut... Le problème, c'est que vous avez un rapport un œil de scientifique d'expert. Et si nos élèves entendent notre voix, voilà, ça donne encore plus de Avec plaisir, on fait souvent des conférences pour les... Excusez-moi, juste pour information, si vous voulez rester, il va y avoir un pitch de start-up qui va se dérouler ici, d'ici quelques minutes. Donc voilà, si vous voulez assister, il n'y a aucun problème. Ben, je vous laisse ma carte.